Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la première adjointe, mesdames, messieurs les présidents, mes chers amis, mes premiers mots s'adressent au maire de Paris, Bertrand Delanoë, et à la première adjointe, Anne Hidalgo, pour les remercier d'accueillir la 8e édition de la remise des prix de la laïcité organisée par le comité Laïcité République. C'est grâce à Anne Hidalgo que nous nous retrouvons à nouveau dans cette somptueuse salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris pour cette manifestation qui constitue désormais un quasi-rendez-vous institutionnel de tous les laïcs. Le soutien d'Anne Hidalgo est pour beaucoup dans cette heureuse tradition. Anne, j'ai la chance de te connaître depuis longtemps, de t'avoir vu à l'œuvre dans d'autres fonctions importantes, notamment lorsque tu étais directrice de cabinet de la ministre de la formation professionnelle. Tu as toujours été une amie de la laïcité, de la liberté de conscience et de l'égalité des droits. Nous savons qu'avec Anne, maire de Paris, la laïcité sera bien présente à l'Hôtel de Ville. Aussi te souhaitons-nous bonne chance pour cette élection et formulons-nous le vœu que l'an prochain, non pas à Jérusalem, mais nous nous retrouvons à l'Hôtel de Ville de Paris pour la prochaine édition du prix de la laïcité accueilli par le premier magistrat de la capitale que tu seras. Je voudrais également saluer la présence de Pierre Chapira, adjoint au maire, chargé notamment des affaires internationales, et présenter les excuses de Claudine Bouygues, également adjointe au maire, et de Pierre Berger, membre fondateur du CLR, retenu à l'étranger. Et puis je voudrais saluer Boualem Sansal, le courageux et talentueux écrivain algérien, l'homme dont la plume n'a peur de rien, auteur de nombreux ouvrages, Le Serment des barbares, Le village de l'Allemand, lauréat de plusieurs prix littéraires, qui a accepté cette année de présider le jury du prix de la laïcité. Boualem, merci. Et puis, je voudrais saluer tout particulièrement la bienvenue à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui a accepté depuis quelques semaines notre invitation et a tenu à honorer son engagement en dépit du climat délétère des derniers jours et des attaques violentes dont il a été l'objet. Si l'on peut comprendre une réaction d'émotion solidaire chez certains jeunes et la nécessité de sanctifier l'enceinte scolaire, on ne peut que regretter le tohu-bohu politicien qui affaiblit la République. Fils de déportés moi-même, dont une partie de la famille a été raflée par les nazis et leurs serviteurs zélés, j'entends dénoncer les amalgames insupportables qui, renvoyant à la rafle du Veldiv, se sont crus autorisés à mettre sur le même plan la police républicaine et celle de l'État français de 1942. Le président de la République a tranché, rappelant que les valeurs de la République, c'est aussi le respect de la loi. À vous tous, chers amis, bienvenue. Vous êtes près de 400 à vous êtes inscrits, parfois venus de loin, de toutes nos régions, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Congo, du Québec. Le Parlement est largement représenté, ainsi que le mouvement laïque dans pratiquement toutes ses composantes. Je ne peux vous saluer tous, mais je souhaite signaler la présence ou signaler les excuses de Jean-Michel Baillet, ancien ministre, président du Parti radical de gauche, de Bariza Chiari, vice-présidente du Sénat, de Christian Bataille,
député, président de la fraternelle parlementaire, de Françoise Laborde, sénatrice, d'Odile Saugue, députée, d'Anne-Marie Lisin, ancienne ministre, ancienne présidente du Sénat de Belgique, Jacques Toubon, ancien ministre, André Henry, ancien ministre, Michel Hanoun, ancien député, Dominique Nimi Mindangou, ancien ministre du Congo. Je veux saluer la présence de Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France, accompagné d'une importante délégation de conseillers de l'ordre, Pierre-Henri Gouttière, Jean-Pierre Languet, Alain Simon, Christophe de Villers, Philippe Foussier. J'en ai oublié, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Pour témoigner de cette solidarité sont aussi présents ou excusés les anciens grands maîtres Gilbert Abergel, Philippe Bouglilmi, Jean-Michel Quillardet, Guy Cizé et José Gulino. Jean-Pierre Cordier et Jean-Pierre Catalin sont également présents, comprendront ceux qui peuvent le faire. Catherine Janin, Nalté, que je salue, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, qui depuis le début est impliquée dans les combats de la laïcité, parce que la laïcité, c'est toujours d'abord le combat de l'égalité homme-femme, de la liberté et de la dignité des femmes. Et je voudrais aussi saluer les représentants des autres obédiences. Parmi vous, parce que nous ne sommes pas tout seuls, je veux saluer les responsables et militants des associations laïques, Siam Abchi, ancienne présidente de Ni Putes Ni Soumises, Cindy Léonie, présidente de SOS Racisme, Michel Vianès, président de Regard de Femmes, le Comité d'Action Laïque de Belgique, la Commission nationale permanente de la laïcité, la Libre Pensée, non pas en tant que telle, mais certains de ses amis, l'UFAL, SOS Racisme, la Ligue de l'Enseignement, la LICRA, l'Observatoire international de la laïcité contre les dérives sectaires, l'association Égale, la Ligue des droits internationaux des femmes, Laïcité Liberté, Libre Marianne, Solidarité laïque, l'association des libres penseurs. Que là encore me pardonnent les associations que j'ai peut-être oublié de mentionner. Et puis je veux aussi, pour que ceux qui viennent nous rejoindre pour la première fois sachent qui est présent dans cette salle, saluer la présence de ces compagnons de route de la laïcité que sont Catherine Kinsler, Louis Astre, Malika Sorel, Alain Sexig, Natalia Baleato, dont je reparlerai dans un instant et que vous pouvez déjà applaudir. Et s'il nous a déjà rejoint, celui qui fut l'avocat de Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures et qui est l'avocat de la crèche Babylou, je parle de maître Richard Malka. Enfin, je souhaite présenter les excuses parce qu'ils sont retenus ce jour sur d'autres chantiers. Elisabeth Badinter, avec laquelle pendant longtemps certains ont été si injustes, traînant dans la boue et traitant de réactionnaire cette femme qui a été parmi les premières à s'élever avec talent pour la laïcité et la liberté de conscience. Je crois qu'on peut aussi applaudir Elisabeth. Excusez encore André Bellon, ancien député, Jean-Pierre Changeux, Jean-Luc Romero, Michel Charras, Albert Memmi et Philippe Guglielmi, ancien grand maître du Grand Orient et président de l'association Laïcité Liberté. Et Madame Yvette Roudy, dont on vient d'annoncer qu'elle ne pourra pas venir, ancien ministre. Il y a 2 ans, nous faisions le triste constat d'une laïcité malmenée, vilipendée, détournée. Et ce, au moment où le pays en a le plus besoin. Nous avions constaté la montée des communautarismes qui fragilisent le tissu social et le très inquiétant hold-up de l'extrême droite sur la laïcité. Nous avions peut-être tort d'avoir raison trop tôt. Nous avions dénoncé le lourd bilan du quinquennat précédent, les manipulations visant à vider la loi de 1905 de son contenu, les discours, vous vous en souvenez de Latran ou de Riyad, qui plaçait l'instituteur bien en dessous du prêtre. La loi Carle, aboutissant à la parité de financement public entre écoles publiques et confessionnelles. Les reculades sur les lois bioéthiques. Il y a un an, ici même,
nous formulions des vœux pour que l'élection présidentielle soit l'occasion d'un ressourcement républicain. Nous nous sommes félicités de la campagne présidentielle de François Hollande et de son discours du Bourget célébrant les retrouvailles de la gauche et de la laïcité. Depuis des années, une partie de la gauche avait fait preuve d'atermoiement coupable à l'égard du communautarisme et de peu d'intérêt pour une laïcité pourtant inscrite dans son histoire et dans sa culture. C'est pourquoi le Comité Laïcité République et un très grand nombre de républicains laïcs l'avons soutenu. Depuis, le nouveau président n'a pas manqué à plusieurs reprises de décliner son attachement à la laïcité qui seul permet un véritable vivre ensemble fondé sur la citoyenneté de femmes et d'hommes libres et égaux en droit, quelle que soit leur naissance, leur couleur, leurs convictions philosophiques ou politiques. Si la proposition d'inscrire dans la Constitution les principes de la loi de séparation n'a pas été concrétisée, le gouvernement a tenu bon sur le mariage pour tous, résistant, vous le savez, aux lourdes pressions de l'Église. Face aux mêmes intimidations, le gouvernement a fait voter la très importante révision des lois sur la bioéthique, levant certains des dogmes qui entravaient la recherche. Il a mis en place l'Observatoire de la laïcité. Vincent Peillon a promulgué la Charte de la laïcité à l'école publique. Initiative salutaire, certes. Sa portée est surtout pédagogique et symbolique. Certes, elle mériterait, de notre point de vue, d'être confortée. Mais ne boudons pas notre plaisir, voilà bien longtemps qu'un ministre de la République ne s'était aussi fermement engagé concrètement en faveur de la laïcité. D'autres chantiers nous attendent. Et d'abord le respect trop aléatoire de la laïcité dans le service public. Ensuite, la question de la laïcité dans les universités et les entreprises privées. Même si ces dernières relèvent du Code du travail, comme Anne l'a rappelé il y a quelques instants. Les 12 propositions de la commission laïcité du Haut Conseil à l'intégration méritent d'être analysées, débattues, et non pas rejetées sans discussion. Elles ne visent pas à stigmatiser, mais à assurer la paix sociale sur les lieux du travail qui n'est plus partout assurée. Je souhaite d'ailleurs saluer l'animateur de cette commission qui a été injustement pris à partie, Alain Sexy, qui a fait un travail remarquable. Et à travers lui, je veux également rendre hommage à cette commission constituée de gens différents et dont, encore une fois, les travaux méritent autre chose qu'un revers de la main. D'autres dossiers nous attendent. Le droit à mourir dans la dignité, le financement public des écoles, la loi Carle ayant aggravé la loi Debré, le concordat, même si le fait d'évoquer le sujet puisse fâcher, mais pour lequel le collectif des associations laïques a proposé une transition concertée afin d'aller tranquillement vers le retour au droit commun. Il est essentiel que les débats puissent s'ouvrir et qu'ils ne soient pas fermés parce qu'on n'empêche pas la fièvre en cassant le thermomètre. Il est important que les débats puissent s'ouvrir démocratiquement, sans passion, sans tabou, sans culpabilité, et permettre de lever la confusion qui s'est trop souvent installée dans les têtes. Confusion qui se révèle tout particulièrement à l'occasion de l'affaire Babilou. Car au-delà du cas de cette crèche, la question qui nous est posée est celle-ci. Comment garantir à la petite enfance les mêmes garanties de liberté de conscience qu'à l'école publique? Une circulaire interministérielle proposée par certains nous paraît insuffisante pour empêcher la banalisation de telles situations, d'autant qu'elle sera interprétée comme un encouragement par les communautaristes les plus radicaux et exploitée par une extrême droite qui se nourrit des faiblesses de la République. La question relève davantage du choix politique que du droit, comme en témoigne
les conclusions provisoires mais contradictoires auxquelles aboutissent le président de la Cour d'appel et le président de la Cour de cassation. Et si la Cour d'appel ne validait pas le 27 novembre prochain la décision de licenciement, le Comité Laïcité République et le collectif des associations laïques ont déjà indiqué qu'ils estiment qu'il conviendrait de légiférer, comme d'ailleurs le président de la République l'avait lui-même envisagé lors d'une interview télévisée le 8 avril dernier. Je rappelle que c'est d'ailleurs le choix d'une très large majorité des Français qui, selon un sondage que vient de publier l'Institut BVA, sont 87% à donner raison à Babilou et 84% à se prononcer en faveur d'une loi interdisant les signes religieux ou politiques dans les entreprises privées. En attendant, je souhaite avec vous rendre hommage ici à Natalia Baleato et son équipe, à leur courage et à leur dignité. Quand on pense que l'ancienne militante antifasciste, prisonnière à elle-même des geôles de Pinochet, s'est vue traitée de raciste par des militants communautaristes, qu'elle a été menacée physiquement, on se dit que la confusion est bien implantée dans les têtes. Je le dis solennellement, ce n'est pas en faisant preuve d'hésitation, ni en tergiversant avec la laïcité, moins encore en composant de fait avec le communautarisme, que l'on s'opposera efficacement au Front National qui monte, se banalise et récupère des voix venues désormais de tous les horizons. À ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème de laïcité dans notre pays, il faut expliquer que la laïcité constitue le meilleur rempart contre l'extrême droite, contre le racisme, parce qu'elle fonde une communauté de destin, une fraternité citoyenne. Il faut dire que la laïcité ne pose aucun problème, contrairement à ce qu'on veut faire croire, à l'immense majorité des Français musulmans, qui ne demandent qu'à être traités comme les autres citoyens, en égaux, et que face au racisme dont ils sont parfois victimes, trop souvent victimes, la République doit être implacable. Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Il doit être sévèrement réprimé en tant que tel. Les choix que fera notre pays sont d'autant plus importants que l'exemple de la République française est observé par-delà les frontières de l'Hexagone. La laïcité n'est pas franco-française. On l'a dit, ses valeurs sont universelles. Elle est un message de fraternité adressé à tous les peuples. Il y a un an, nous formulions des vœux pour que le printemps arabe ne se perde pas dans l'hiver islamiste. Nous ne sommes pas rassurés. Il s'en faut de beaucoup. On pourrait citer tant d'exemples où la liberté de conscience et l'égalité entre hommes et femmes sont menacées, écrasées. Le jury du prix 2013, et notre ami président en parlera dans un instant, s'en est ému et a souhaité que nous rendions un hommage tout particulier au grand pianiste turc Fazil Say, contraint à l'exil pour ne pas abandonner sa liberté de conscience. Je vous demande de l'applaudir. Le jury a également voulu exprimer notre totale solidarité avec le doyen de l'université de Tunis, Habib Kazdaghi, dont chacun connaît ici le combat courageux, et je vous demande également de témoigner de votre solidarité. Un mot, enfin, du prix de la laïcité. Dans le passé, le Grand Prix international et le Grand Prix national ont été décernés notamment à Chador Todjavan, à Caroline Fourest et à Fianetta Wener, à Isabelle Adjani, à Giorgio Napolitano, le président de la République italienne, à Guillaume Lecointre, à Natalia Baleato. Le jury indépendant a été présidé tour à tour par Elisabeth Badinter, Pierre Berger, Jean-Pierre Changeux, Odile Saugue, et l'an dernier par Charles, directeur de Charlie Hebdo. Cette année, c'est Boualem Sansal, comme je vous l'ai dit, qui a bien voulu assumer cette responsabilité, qu'il en soit remercié, ainsi que tous les membres du jury.
Avant de lui laisser le soin de présenter dans un instant les lauréats, après avoir remercié les personnels techniques de la mairie, mes amis du comité Laïcité République, et permettez-moi en particulier notre secrétaire général qui a fait un énorme travail pour que cette réunion soit organisée dans de bonnes conditions, le moment est venu de donner la parole à notre invité. Pour défendre et pour promouvoir la laïcité, il faut le talent d'intellectuel, il faut la plume d'écrivain, la pugnacité de militants souvent anonymes qui font les petits boulots au quotidien, mais qui font vivre les idées. Mais il faut aussi des voix politiques, fermes, courageuses, assumant les mauvais vents. Manuel Valls a été un des premiers à soutenir la crèche de Babilou. Il a témoigné son intérêt pour les propositions de la commission laïcité du HCI. Il a accepté notre invitation. Au nom du comité Laïcité République, je le remercie et lui cède la parole.